ce webinaire avec Sébastien, FlexAI. On va attendre un petit moment, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes, le temps que tout le monde se connecte, parce que tout le monde n'a pas votre ponctualité, j'imagine. Donc, on n'est pas tout seul, hein, on a aussi Anne-Sophie et on a aussi Fiorella de Margot qui nous accompagnent pour gérer à la fois le chat, les questions, les sondages, tout autour de ce webinaire. Le but, c'est que ça soit vraiment interactif, le plus interactif possible, en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat, en bas à droite, ou à utiliser le bouton questions. On vous poussera aussi des sondages. C'est important de répondre. Ça va nous permettre aussi d'adapter le déroulé de la présentation et de faire le focus ou de zoomer sur un point particulier qui peut vous intéresser. Ah, je vois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte. Ouais. Donc on attend, ouais, on va essayer de démarrer midi 3, midi 4, histoire Midi que 3 pile, on tout le monde. commence. Allez, bah, c'est toi qui décides, Ludo. Ça marche, ça marche. Non, à midi 3, on va se lancer. Tant que tout le monde s'installe. Ouais, ça monte, là, on a un peu plus d'une vingtaine déjà. On va attendre un petit peu. Bon, on n'a pas de représentant DeepSeek avec nous. Ça va faire partie des sujets. Ils ont pas réussi à venir. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Au moins, on a FlexiAI avec Est-ce que tu veux qu'on se présente rapidement, Ludo, et puis ensuite on pourra passer au cœur du sujet? nous. Ouais, moi, ouais, je pense. Commence, Sébastien. Donc moi, je suis Sébastien Rios, je suis le directeur du business développement chez FlexAI, qui est une startup française qui a été créée il y Mhm. a un an et demi et qui a pour vocation de simplifier et d'accélérer les projets IA sans avoir à se préoccuper de l'infrastructure sous-jacente. C'est ça. Top. Et donc, moi, Ludovic Magnier, cofondateur de Margot AI Solutions. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. En 45 minutes, vous allez repartir avec des clés concrètes pour accélérer vos projets IA. Du moins, c'est le but, c'est ce qu'on a cherché à faire avec Sébastien, c'est réfléchir à quelle est la meilleure méthode dans cette présentation avec Flex et Margot pour que vous ayez de nouvelles réflexions et de nouvelles portes ouvertes sur vos projets d'IA. Donc, un sondage va tourner aussi pendant ce webinaire. C'est selon vous, quel est aujourd'hui le principal frein à la mise à l'échelle de l'IA dans votre organisation? Donc, tout au long de ce webinaire, vous pourrez répondre à ce sondage. Le but, c'est qu'il soit interactif et qu'on puisse suivre aussi l'évolution. Donc, concrètement, ce que ce webinaire va vous apporter, c'est des bonnes pratiques pour dimensionner intelligemment vos projets d'IA, des leviers pour optimiser vos ressources sans tomber dans les excès ni la frustration, et des retours d'expérience concrets, des retours d'expérience, on va dire, basés sur des types de clients qui fonctionnent sur le terrain, avec une vision claire de ce qu'il faut anticiper en 2025 pour rester compétitif, du moins essayer de rester compétitif. Donc, je pense qu'on peut tous dire, avec tout ce qu'on a vu sur l'IA dernièrement, qu'on est dans l'avènement de l'informatique accélérée, que l'IA, ce n'est plus un sujet d'expérimentation, c'est une brique structurante de la stratégie des entreprises. Et c'est ce qu'on défend chez Margot AI Solutions, c'est d'aller vite, certes, mais d'aller de manière raisonnée. C'est de trouver des partenaires, trouver des acteurs technologiques qu'on est capable d'intégrer, mais surtout d'intégrer de manière gouvernée et trouver des chemins d'optimisation pour le compute, pour l'inférence, pour soit réduire la facture, soit rendre les choses plus RSE, plus éco-responsables. Donc, on va prendre un exemple récent, hein, il est dans le titre. Ils sont pas là aujourd'hui avec nous, mais c'est DeepSeek. DeepSeek, ils ont démontré qu'il est possible de développer de l'IA de qualité sans disposer d'énormes ressources techniques ou financières. Alors, c'est un débat qui a animé la communauté, mais ça remet en question beaucoup de croyances. Peu importe ce que l'on pense de DeepSeek, de ce modèle ou d'un Qwen ou d'un autre, c'est que ça ouvre en effet un nouveau champ des possibles. Il en ressort plusieurs questions. C'est où se joue réellement la performance IA aujourd'hui? Est-ce qu'on a une vision totale
de ce que consomme une IA, que ce soit des modèles les plus connus, les modèles les plus niches, quelles sont les nouvelles approches qui permettent de scaler sans surinvestir, et surtout, comment éviter les erreurs dites structurelles qui plombent soit le retour sur investissement, de la mise en production ou même de la phase de POC. Donc, c'est tout l'objet de ce webinaire. Donc, Sébastien s'est présenté, je vais te représenter encore une fois. Tu es CEO de FlexiEye, partenaire avec nous aujourd'hui, Margot AI Solutions. Donc, c'est en effet une entreprise qui redéfinit la manière dont les organisations vont piloter et structurer leurs projets IA. Donc, avec agilité, donc comment enlever la dépendance avec le cloud, par exemple, avec simplicité et une vision, on va dire, long terme. Petit mot, avant que je te laisse la main, Sébastien, c'est restez bien jusqu'à la fin, car vous n'allez pas repartir les mains vides, concrètement, enfin, du moins, de manière figurée. On vous a réservé une surprise qui pourrait bien vous aider à passer à l'action rapidement et même tester ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, Sébastien, moi j'ai quelques questions pour toi. J'en ai plein hein, durant tout ce déroulé de webinaire. Tu vas être harcelé de mes questions, mais FlexiEye, comment vous vous situez aujourd'hui dans cet état de l'art qu'on vient de présenter? Est-ce que la tendance va plus à la sophistication des modèles ou à la simplification des infrastructures? Écoute, merci Ludo. La tendance est pour nous clairement à la démocratisation de l'intégration de l'IA dans les applications métiers des entreprises. Donc c'est vrai qu'on a eu une phase de découverte, de recherche de cas d'usage, de POC. Et là, on commence à arriver dans une nouvelle ère qui est une ère plus orientée vers l'intégration de l'IA dans les entreprises, avec notamment l'arrivée des agents IA, puisque ça permet d'activer des actions concrètes, utiles dans les entreprises, en dotant les modèles de langage d'outils et de capacités de travail collaboratif. Donc ça n'enlève en rien en fait la complexité de démarrer ces initiatives ou de passage à l'échelle, ni le besoin de capacité de calcul pour faire tourner les inférences. J'étais moi-même la semaine dernière au GTC à San José et bon clairement Jensen a vanté les mérites des dernières GPU Blackwell qui démultiplient les capacités de calcul et ni la difficulté de prévoir les coûts associés. Pour autant, ça donne aux entreprises des cas d'usage qui deviennent de plus en plus concrets et utiles, dont le ROI est plus facilement calculable qu'un simple chat GPT interne qui ont été les premiers déploiements d'IA dans les entreprises. Donc, pour répondre à ta question, FlexAI, donc, qui a été créé il y a 1 an et demi, sur la base d'un constat relativement simple. Il y avait une énorme promesse avec la sortie de ChatGPT sur l'IA générative, mais on s'est rendu compte en fait que dans la pratique, l'adoption de ces IA et le passage à l'échelle était extrêmement compliqué. Et donc nous, on a voulu apporter des solutions qui permettent, de simplifier les initiatives IA en masquant au maximum la complexité sous-jacente. Deuxièmement, de permettre le passage à l'échelle en permettant d'optimiser les ressources existantes et en apportant de la flexibilité dans la gestion de ces ressources. Et puis 3, de maîtriser les coûts, parce que effectivement le quoi qu'il en coûte, ça marche dans certains cas plus ou moins, mais pas trop dans l'IA. Tout en sélectionnant mieux son compute, c'est sa force de calcul, et en utilisant réellement ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est l'exemple effectivement DeepSeek. Avoir de la clarté sur les coûts, ça se ressent même sur le sondage. Je suis dessus, il y a 9 réponses, donc 43% pour le principal frein, ça va être des coûts difficiles à maîtriser. On a échangé avec plusieurs clients sur pas mal de projets et même d'autres personnes. Et parfois, dans l'intégration d'un modèle, c'est un peu une boîte noire. Les éditeurs sont incapables de dire combien ça consomme à quel moment. D'autres ont une vision beaucoup plus claire et ils savent exactement où aller et avec quel type de solution. Donc, c'est un sujet. Donc, il y a dans la première couche le modèle sélectionné, la technologie sélectionnée. Il y a dans la deuxième l'infrastructure. Où est-ce qu'on va aller chercher cette force d'inférence, cette flexibilité dans l'entraînement?
Et donc, il y a toute une problématique autour du surdimensionnement de VM qui sont alloués justement à ces volets. Et ça donne ou même au niveau des conteneurs, ça donne une peu de lisibilité sur le ROI et sur l'IA. Là-dessus, Sébastien, est-ce que tu as un mot, est-ce que tu as une approche particulière au niveau du marché? Oui, bah, en fait, donc le cas d'usage le plus simple et qui est souvent la première étape, c'est d'utiliser en fait les API fournis par les fournisseurs, les concepteurs de modèles. Donc utiliser des API Mistral, des API ChatGPT, Anthropic ou autres. Et effectivement, ça masque complètement la complexité, mais ça ne donne pas non plus énormément de transparence sur où sont exécutés les éléments, sur comment sont gérés les datas, etc. Donc l'étape d'après, c'est de dire je veux avoir d'une manière ou d'une autre ma propre infra, que ce soit dans le cloud, on-premise ou de manière hybride. Et là, ce qu'on voit, nous, dans les entreprises, c'est qu'il y a généralement deux approches. Et ni l'une ni l'autre n'est vraiment la bonne. On a des entreprises, et ça c'est un chiffre Gartner, qui surprovisionnent, c'est-à-dire 32% des entreprises qui, lors de la pénurie, se sont jetées sur des GPU pour avoir de la puissance de calcul et pouvoir construire des applications IA, ont un taux d'utilisation inférieur à 15%. Donc, quand on connaît le prix des GPU, bah, c'est vraiment de l'investissement à perte. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont été plus modérés, qui se sont dit, bah, je vais acheter quelques GPU ou louer quelques GPU sur des cloud providers et qui se retrouvent en fait à freiner l'innovation en interne parce que ça crée des files d'attente aux utilisateurs pour accéder à cette puissance de calcul. Mmh. Pour rester dans le même thème, et j'en profite donc sur le coût et les impacts, on a une question de Gilles pour toi, Sébastien. Je vais te la dire, on va y répondre. Qu'est-ce qui impacte le plus les coûts dans l'entreprise? Est-ce que c'est les usages, le nombre d'utilisateurs, le nombre de cas d'usage, ou est-ce que c'est le choix des technologies? Ah, ouais, c'est une bonne question. Ça va être, pour être honnête, ça va être un mélange un peu des trois. Donc, comme vous le savez, vous le savez probablement, le coût de l'exécution d'un modèle, ça va être ce qu'on va appeler l'inférence. Il va être lié principalement à trois paramètres, c'est-à-dire la taille du modèle, le throughput, donc c'est-à-dire le nombre de tokens qu'on va avoir en entrée et en sortie, et la latence. Et donc, bien sûr, plus on a d'utilisateurs, plus on va avoir de requêtes, plus les coûts vont monter. Mais il y a des techniques d'optimisation qui vont permettre de réduire ces coûts. Et on voit aussi que les coûts ont tendance à diminuer du fait des innovations apportées sur le marché. Par exemple, Grok, qui est un acteur français, apporte une puce spécialisée dans l'inférence qui permet de réduire les coûts d'inférence. Mais là, on va être sur des IA simples. Si on parle des agents ou si on parle de la génération multimodale, vidéo, image, effectivement, les coûts vont pouvoir augmenter. Donc, les choix technologiques, pour être sur effectivement le troisième paramètre de Gilles, sont extrêmement importants et on a intérêt à faire ces choix technologiques en amont pour justement maîtriser ces coûts, c'est-à-dire mettre en place des techniques d'optimisation, choisir les bons types d'infrastructures, les bons partenaires. Je vous montrerai quelques chiffres là-dessus juste après. Et dernier point, et je finirai là-dessus. Moi, je trouve toujours dommage en fait de devoir limiter l'innovation en restreignant les utilisateurs. Quand on déploie de l'IA dans son entreprise, c'est parce qu'on vise une adoption massive. Dire je vais limiter cet accès pour ne pas exploser mes coûts, c'est une mauvaise approche. Donc, il faut plutôt travailler sur les choix technologiques et sur les techniques qui vont permettre de réduire ces coûts. Exactement. Merci pour ta réponse. Et là-dessus, on l'observe au sein de Margoria, et c'est qu'on va intégrer différents use cases au sein des entreprises. On va accompagner au choix technologique et on va faire face à différentes limites. C'est que, en effet, les coûts font partie des principales interrogations. Il y a aussi les personnes qui savent pas par où commencer.
Donc, ça fait partie du sondage, mais ça ralentit parfois les projets, se dire, OK, où est-ce que je mets cette IA? Est-ce que j'utilise les bonnes ressources au bon moment? Et en ce sens-là, ça, ça entraîne un manque d'optimisation, quoi qu'il arrive, du compute. Est-ce que vous avez une méthode ou un benchmark pour aider à dimensionner dès le départ? C'est-à-dire vraiment, une fois qu'on a choisi deux, trois technologies, qu'on soit en POC ou qu'on ait plusieurs use cases en production, est-ce que vous avez quelque chose qui permet d'aider dès le début? Oui, alors on a la chance en fait d'avoir au sein de FlexAI intégré le cofondateur de MLPerf, Grégory Furzin. Donc MLPerf, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment l'outil de mesure et de benchmark le plus communément utilisé dans la communauté du machine learning. Donc ça nous donne en fait accès à énormément d'informations. Et en plus de ça, on est partenaire avec énormément de cloud providers, des hyperscalers et d'autres qui vont pouvoir qui vont nous permettre en fait de récolter énormément de données. Et ce qui est assez peu connu, c'est que pour une puce donnée, par exemple une H100 d'NVIDIA, suivant le mode de déploiement, suivant le système dans lequel tourne cette puce, suivant le réseau, suivant la bande passante, on va avoir des résultats qui peuvent varier de manière très significative. Donc là, je vous ai mis un exemple de données qu'on a à notre disposition sur des performances qui vont varier chez deux cloud providers que je nommerai pas, et avec deux modes de déploiement en bare metal ou sur une machine virtuelle. Et donc, ce qu'on peut voir très bien, c'est que par exemple, si on compare les deux cloud providers sur le même type de déploiement en bare metal, on peut avoir une différence de performance de 15 à 55%. Donc ce qui est déjà énorme. Si on regarde effectivement les diagrammes en vert et en orange, on va voir que on va avoir ici un overhead, c'est-à-dire une surconsommation, une diminution de la performance qui va être de 28 à 39% entre une machine virtuelle et bare metal chez le même cloud provider, donc a priori dans le même data center. Et si on prend le pire des cas, si on compare la machine virtuelle du CSP2 avec le bare metal du serveur 1, là on peut quasiment avoir deux fois plus de temps d'exécution, par exemple sur un fine-tuning d'un nano GPT, et ce qui signifie donc deux fois plus de coûts, puisque la facturation, le standard sur le marché, c'est la facturation au coût par GPU par heure. Donc là, on a deux fois plus de coûts chez le provider 2 en machine virtuelle que chez le provider 1 en bare metal. Ok, très clair. De toute manière, généralement, on accompagne des clients qui ont une architecture variée. C'est-à-dire que l'état de l'art, il est comme celui, tu l'as très bien présenté. Maintenant, c'est jamais vraiment la même chose. Autant des fois, on a accès à des clusters multi-cloud un peu partout, autant des fois, c'est une DSI avec des serveurs donnés et une ouverture vers un provider cloud principal. Mais ce que peu de clients réalisent, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que pour le même accélérateur GPU, et je pense que tu seras d'accord avec moi, tu l'as déjà vu en vrai sur le terrain, c'est les performances et les coûts peuvent varier du simple au triple selon l'instance, le réseau ou même l'emplacement. Et ça change la donne. Quand on parle d'optimisation d'IA et d'équilibrage de charge à l'échelle. Oui, exactement, hein. En fait, il y a malheureusement le cloud a été préempté par les hyperscalers, et ils ont inventé un modèle économique où il est très compliqué en fait de calculer à l'avance ses coûts, parce qu'en fait ils s'empilent. Donc, pour une puce donnée, on va avoir effectivement une variation très forte en termes de coût. Et c'est vrai que le plus simple aujourd'hui, pour la plupart des acteurs, c'est d'aller réserver une instance de type machine virtuelle chez un hyperscaler. Mais nous, on a constaté des écarts de prix de 1 à quasiment 10 entre certains cloud providers et des hyperscalers.
Ok, je vois. Je vois. On a une question de Hugo. La question, celle-ci, c'est étant partenaire de NVIDIA, comment êtes-vous complémentaire de RunAI, de Dynamo, notamment suite à l'annonce récente du GTC la semaine dernière? Oui, alors c'est une bonne question et c'est une question qui est précise. Euh, je dirais que nous, on se différencie vraiment en termes d'approche. C'est-à-dire notre approche, elle est centrée sur le workload. Donc le workload, c'est la force de la charge de travail, qui peut être du fine-tuning, du training, de l'inférence ou du RAG. Et cette charge de travail, elle a besoin d'avoir de la puissance de calcul. Des logiciels comme des softwares comme RunAI ou effectivement les dernières annonces de NVIDIA sur Dynamo, c'est plutôt centré sur l'infrastructure, c'est-à-dire comment je peux maximiser l'utilisation de mon infrastructure, comment je peux mieux gérer mon infrastructure. Donc il y a effectivement des overlaps. Pour autant, nous, notre approche, elle est de simplifier l'accès à cette puissance de calcul, donc d'être vraiment très orienté vers les utilisateurs, et deux, d'être centré sur le workload. Donc je dirais qu'avec RunAI, effectivement, il y a beaucoup de similarités ou de ou de similarités sur l'approche. Avec Dynamo, c'est totalement complémentaire. Ok, clair, merci. Et du coup, ce que vous décrivez chez FreeCI, c'est un peu une approche workload as a service, charge de travail directement disponible. Comment tu l'articules, Sébastien, aujourd'hui dans ton offre? Comment ça s'articule aussi et ça se traduit directement sur le terrain pour nos clients? Alors, ça pose la question en fait de l'allocation des ressources. Ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est l'approche traditionnelle, à défaut effectivement d'avoir quelque chose qui permette de gérer ses ressources de manière plus flexible, c'est de dire je vais allouer des ressources de manière un peu unitaire. Donc, par exemple, je vais attribuer à mes chercheurs une GPU chacun. Donc, j'ai mon ingénieur 1 qui a une GPU, etc., etc., pour faire les expérimentations en local. Et quand ils ont besoin de faire des expérimentations à l'échelle, ils vont avoir euh, ils vont rentrer dans une liste d'attente pour accéder à des ressources plus puissantes pour faire soit du training à l'échelle, soit du fine-tuning sur des machines virtuelles. Mais en tout cas, ces ressources-là ne sont pas partagées. Et en production, pour la partie exécution des modèles, on va avoir de l'inférence avec des utilisateurs finaux qui vont accéder à des GPU qui vont être dédiés à l'inférence. Le problème que ça pose, c'est effectivement ces notions de liste d'attente et on va dire, clusters de GPU en silo qui, quand ils sont utilisés, ne sont pas disponibles, mais quand ils sont pas utilisés, ils ne sont pas disponibles non plus. Ils peuvent pas être Hmm. réalloués facilement. Donc nous, on pense que la bonne approche, c'est d'avoir effectivement une mutualisation des ressources de calcul qui vont pouvoir être accédées via un orchestrateur et qui vont pouvoir être mis à disposition en fonction de règles définies dans l'orchestrateur, avec des notions de fil et de priorité, et la capacité en fait de burster. Donc on peut avoir des GPU qui sont en local avec des workloads qui vont pouvoir être redirigés dans le cloud si les règles le permettent. Par exemple, s'il y a des workloads critiques, ils pourront être exécutés uniquement en local. Il y a une règle pour ça et ça évite qu'on ait des données critiques qui partent dans le cloud si on ne le Mhm. souhaite pas. Et la même chose sur de l'inférence. On a par exemple déjà vu des cas de clients qui ont des LLM internes avec des ressources dédiées. Pour autant, ces GPU, ben, ils dorment de 18 heures à 8 heures le lendemain. Donc pourquoi ne pas lancer des jobs de la nuit, de fine-tuning, de training ou autre, sur ces GPU, sachant qu'elles ne sont pas utilisées sur une plage d'horaire. Donc c'est vraiment cette approche-là que nous, on préconise, et c'est ce qu'on appelle le workload as a service. Hmm. Donc le workload as a service, c'est cette capacité en fait de pouvoir traiter
l'intégralité des workloads présents dans une entreprise, que ce soit du RAG, du fine-tuning, du training ou de l'inférence. Et en fonction du profil du workload et des besoins des utilisateurs, c'est-à-dire j'ai besoin que ce workload s'exécute immédiatement et j'ai besoin de beaucoup de puissance de calcul. À ce moment-là, on va plutôt rediriger sur des puces de dernière génération, euh, notamment de NVIDIA. Ou alors j'ai des petits fine-tuning, mais j'en ai beaucoup à faire de manière très rapide. À ce moment-là, je peux exécuter ces workloads sur des puces d'ancienne génération, voire des alternatives, Mhm. ce qui permet pour les puces d'ancienne génération de prolonger leur durée de vie et de réduire l'empreinte carbone au global, voire exécuter certaines tâches sur des CPU. Et tout ça, que ce soit en local, dans un cloud privé, ou sur un cloud public avec des capacités de burst qui, encore une fois, vont être définies dans dans la politique de l'entreprise. Très clair, très clair. D'ailleurs, on a une question de Richard qui revient un peu sur les coûts également. La question, c'est quels sont les principaux coûts cachés liés à l'exploitation de l'IA on-premise, donc sur place? Quel pourcentage aussi du TCO de l'utilisation d'une IA représente-t-il sur la durée de vie de l'application? Ouais. Alors sur la première partie de la question, les coûts cachés, en tout cas nous ceux qu'on voit sur la gestion d'une IA on-premise, ça va être la gestion de l'infrastructure. L'infrastructure IA, c'est effectivement quelque chose qui est assez instable puisque les GPU sont connus pour être des machines de course mais qui peuvent de temps en temps dérailler. Il y a par exemple OpenAI qui avait publié un chiffre, c'était je crois 30% des coûts d'entraînement de GPT-4 étaient consacrés à de la reprise sur erreur. C'est-à-dire ils lançaient des entraînements, l'infrastructure se mettait à dérailler et donc il fallait rejouer complètement une partie de l'entraînement. Donc ça peut être effectivement énorme. Ensuite, la deuxième partie, c'est les coûts humains de gestion de cette infrastructure, puisque encore une fois, c'est éminemment plus complexe avec des compatibilités à gérer entre les versions des drivers, des kernels, les versions CUDA, etc. Donc, c'est des compétences très pointues, assez difficiles à trouver sur le marché aujourd'hui, notamment en France. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous notre logiciel il permet en fait de gérer ça de manière automatisée Mm. pour créer une couche d'abstraction. Après, sur les pourcentages du TCO de l'utilisation d'une IA, là, je dirais que nous, on a des métriques. J'en parlerai un petit peu plus loin sur les bénéfices hein, qu'on peut procurer. Et on pourra effectivement faire passer plus d'infos après le webinaire, mais nous, on a Mm. effectivement certains certaines données qui nous permettent de justement de ventiler les coûts associés à la gestion de cette IA en local. Super, j'espère qu'on a bien répondu, Richard. Avant que tu nous montres une démonstration et l'outil en action, j'ai une dernière question pour toi et qui nous intéresse particulièrement chez Margot, c'est face à des DSI ou des CDO, des responsables IA qui demandent de mettre en place une stratégie multi-cloud mais souveraine avec un peu d'on-premise et du coup créer aussi de l'indépendance par rapport aux hyperscalers. Aujourd'hui, comment vous réagissez FlexAI par rapport à cette approche? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que c'est que de l'optimisation de coûts et de la gestion d'investissement FlexAI ou est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est une question qu'on a de plus en plus. Ah bah, On l'a même évoqué chez un client récemment. C'est vrai que on est dans un climat d'incertitude avec les décisions du nouveau président américain qui peuvent être un peu aléatoires et l'absence de visibilité sur l'évolution de la régulation aux États-Unis notamment. Donc ça génère énormément d'incertitudes dans les COMEX des entreprises françaises et européennes.
Et donc, beaucoup d'entreprises se posent la question d'avoir des alternatives françaises ou européennes pour justement faire tourner leurs IA. Donc, c'est pour ça que l'approche orchestrateur intelligent qui permet de provisionner, déprovisionner des clusters très, très simplement et d'exécuter les charges de travail de manière transparente sur l'environnement de son choix en appliquant des policies, des règles. Ça permet justement de se protéger et d'avoir de la diversité, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir du multi-cloud, donc des instances ou des IA qui s'exécutent sur des hyperscalers et d'autres sur du cloud souverain, et en cas de problème, de pouvoir effectivement dans l'orchestrateur basculer l'intégralité de ces workloads sur un hébergement souverain pour justement éviter soit un problème de confidentialité sur ces données, soit des coûts additionnels générés par des frais de douane. Alors, je ne sais pas si Donald Trump veut appliquer des frais de douane sur On le verra. compute, mais on verra. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de notre point de vue de mettre en place ce type de solution, même si on n'est pas déjà dans le passage à l'échelle, simplement pour se donner de la flexibilité et avoir la possibilité de répartir sa charge en fonction des contraintes ou de ses besoins sur des environnements différents. Et donc, les ingénieurs au sein des équipes IA dans les entreprises, ce qu'ils auront à faire, c'est envoyer des commandes à FlexiEye pour aller chercher la bonne inférence au bon moment ou le bon GPU à l'instant T. Ça se traduit comment sur l'interface? Alors sur l'interface, ça se traduit de manière très simple. Donc on a la possibilité effectivement de configurer les différents clusters sur lesquels on veut répartir la charge, et ensuite on a un système de règles qui permet de définir justement cette répartition. Très bien, top. On passe à la démonstration? Alors j'ai encore un point. Après je ne sais pas si on prend la question de Gilles tout de suite ou Ah oui. si on la prend plus tard. Alors, prenons la question de Gilles tout de suite. Donc, la question de Gilles, c'est est-ce que les hyperscalers ont identifié les points de douleur, les pain points que vous décrivez, et plus largement ce sujet de coût? Et quelles sont les solutions qu'ils envisagent, et est-ce que c'est dans leur roadmap ou pas? Alors, c'est marrant cette question, Gilles, parce que donc comme je le disais, nous on ne fournit pas de puissance de calcul, on ne fournit pas de GPU. Nous on est un éditeur qui fournit un logiciel qui permet de mieux gérer ces workloads et donc au global de réduire la TCO, de maximiser le taux d'utilisation et de simplifier ces initiatives. Euh, le les hyperscalers, donc on discute avec énormément d'acteurs sur le marché, et on a des partenariats stratégiques avec énormément d'acteurs sur le marché, et donc on est partenaire avec plusieurs hyperscalers. Pourquoi? Qu'est-ce qui intéresse les hyperscalers? C'est la capacité de pouvoir rediriger des workloads d'un type de GPU à un autre. C'est-à-dire, puisqu'il y a aussi encore une forme de pénurie, notamment sur certaines régions, ils n'ont pas forcément les accélérateurs demandés par leurs utilisateurs. Donc, utiliser le workload as a service pour rediriger ces workloads, ça les intéresse. Et deux, ils ont bien conscience qu'aujourd'hui, leurs machines ne sont pas utilisées au maximum, ce qui crée de l'insatisfaction client. Donc, en utilisant effectivement le workload as a service, ils vont pouvoir augmenter la satisfaction client et l'utilisation à l'usage. Donc, sur la partie coût, je dirais pas qu'il y a une grosse prise de conscience. Ils ont conscience aussi que certains outils qu'ils fournissent, alors pour pas le nommer, SageMaker, qui fait énormément de choses, mais qui est une vraie usine à gaz et qui est parfois un peu compliqué pour justement les clients qui sont au début de leur on va dire changement dans l'IA. C'est trop compliqué pour eux, donc ils sont aussi en recherche de pouvoir proposer des outils tels que ceux qu'on propose sur leur marketplace en alternative à certains outils très avancés qu'ils proposent. Et pour répondre à la question d'Emmanuel que je vois apparaître, puisqu'on était sur la partie souveraineté, Ouais, exactement.
quel est le niveau de souveraineté du produit FlexAI Workload as a Service. Donc nous, la réponse, elle est très claire. Notre système peut se déployer sur n'importe quel type d'infrastructure. On utilise des, des applications standards, des couches standards du cloud native, telles que Kubernetes. Donc, pour proposer du workload as a service souverain, on va effectivement se déployer sur des partenaires qui proposent ce workload qui proposent pardon ce cloud souverain. Très bien. On a une troisième question, si tu veux bien, Sébastien, de Alexandre. Oui. On parle beaucoup de coûts d'implémentation de solutions IA, mais quid du ROI? Quels sont les éléments à prendre en compte selon vous pour avoir une estimation précise du retour sur investissement? Oui. Oui, alors c'est une bonne question, Alexandre, et ça me permet de passer sur la slide suivante, même si ça n'y répond qu'en partie, puis je compléterai. Donc nous, les bénéfices qu'on voit avec l'utilisation effectivement d'une solution telle qu'on le propose, le workload as a service, c'est de maximiser le taux d'utilisation des GPU via ce système d'orchestration intelligente et via la gestion des priorités. Donc là, on est plutôt dans un souci de bien dimensionner l'infra et de dire je prends une infra plus petite, mais je veux l'utiliser au maximum. Et nous, on mesure des gains enfin une augmentation du taux d'utilisation de 30 à 50%. Sur des tâches d'entraînement ou de fine-tuning. Donc ça aussi, on le sait pas trop. Alors l'entraînement, ça va plutôt être réservé aux gens qui construisent des modèles type Mistral, mais pas que. Hein. Il y a plein d'acteurs qui construisent des modèles verticaux dédiés sur une application précise. On constate un gain de 15 à 25%. Donc on a mis en place en fait des fonctionnalités qui permettent de répondre aux problématiques de défaillance des GPU. Par exemple le checkpointing asynchrone. En gros, c'est le fait de faire des sauvegardes très régulières des tâches d'entraînement pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Et la fonctionnalité qu'on appelle self-healing, c'est-à-dire de faire une reprise sur erreur automatique. Donc, imaginons qu'on lance un entraînement, au bout de 24 heures, il s'arrête parce qu'il y a une GPU qui est défaillante. Et ben, on va pouvoir revenir de manière automatique au checkpoint précédent et redémarrer sur l'infrastructure en excluant le GPU, enfin le nœud du GPU qui est défaillant, pour pouvoir continuer l'entraînement. Et dès que le nœud est à nouveau disponible, rescaler pour pouvoir continuer l'entraînement. On voit aussi des gains sur la gestion de l'infrastructure, donc setup et management de l'infrastructure, donc la capacité de déployer de manière instantanée un cluster, la capacité, c'est-à-dire sans avoir à déployer les couches logicielles, à gérer les dépendances, etc., de manière quasiment automatisée sans effort, en quelques clics. Et enfin, le dernier gain, c'est sur les frais de stockage. Donc là aussi, c'est des cas d'usage un peu avancés. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les coûts de stockage peuvent atteindre 10 à 20% du total cost of ownership d'une infrastructure IA. Et donc, nous, on a mis en place un système qui permet de déplacer, d'utiliser les données uniquement quand c'est nécessaire, ce qui permet d'éviter d'avoir à investir dans ce qu'on appelle du high performance storage, qui permet en général de gérer ça. Donc, nous, on permet d'éviter d'avoir à mettre en place ces systèmes avancés via cette technique-là. Très bien. Merci Sébastien. Je te propose qu'on passe à la démonstration. Richard, on ne prend pas ta question pour l'instant, mais on te reviendra après le webinaire si on a le temps de revenir ou pas. Comme ça, exactement. Alors, peut-être juste pour compléter, parce que la question était aussi sur le ROI. Alors là, c'est un peu plus compliqué à répondre à cette question, Alexandre. C'est-à-dire la mesure du ROI sur la mise en place d'une solution IA, ça passe par le coût actuel pour exécuter un process ou une tâche. Par exemple, le traitement automatique de documents. S'il y a des équipes qui traitent des documents de manière manuelle, combien ça coûte au global en comptant les charges, etc. Et de l'autre côté, le retour sur investissement, c'est quelle est la partie de ces coûts qu'on va pouvoir sauver en mettant en place des agents IA, par exemple, qui vont traiter de manière automatique. Quel est le taux de confiance, le taux d'erreur de ces IA, et quel est le coût
associés à la mise en place de cette solution, en incluant bien sûr la mise en place et la partie exécution, la partie inférence. Donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse toute faite. Chaque évaluation du ROI doit être faite au cas par cas, et je pense que voilà, les équipes de Ludovic sont tout à fait bien positionnées pour pouvoir répondre à ce type de questions au cas par cas. Exactement. Donc je vais passer à la démo. Donc en fait, on s'est dit que tout ça était peut-être un petit peu, on va dire abstrait. Et j'ai deux éléments à vous montrer. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'était effectivement à quoi ça ressemble en back-office quand on veut sélectionner le bon type d'accélérateur. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, on a énormément de données issues de MLPerf, et on a un outil interne qui est intégré dans l'orchestrateur intelligent qui nous permet en fait de pouvoir comparer l'efficacité et le coût de plusieurs accélérateurs. Donc là, imaginons que je souhaite comparer un accélérateur de type AMD MI300 avec un accélérateur de type NVIDIA H100. Je vais avoir des coûts marché que je peux modifier, que j'ai remplis là simplement pour l'exemple. Et ensuite, on va pouvoir les comparer par rapport au prix du système et au prix de l'entraînement. Et ce dont on s'aperçoit dans cet exemple-là, c'est que finalement, on a effectivement une puce AMD qui est certes moins chère à louer à l'heure sur le marché, mais par contre, quels que soient les cas, l'utilisation de cette puce est plus chère sur du training parce que le training va être plus long que sur du H100. Et comme on est sur un système où on facture à l'heure par GPU, il faut trouver le bon ratio. Et là, on voit sur ce deuxième diagramme qu'on a effectivement un coût qui est supérieur de 121% en standard entre l'exécution d'une tâche d'entraînement ou de fine-tuning sur une AMD MI300. Alors sur une configuration particulière, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça dépend pas que de la puce versus une H100. Donc c'est ce type de données qui sont utilisées en back office pour pouvoir effectivement choisir le bon type d'accélérateur par rapport à un workload. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, qui est plus une application, on va dire, d'entreprise. Donc, imaginons que je souhaite en fait optimiser. Donc, j'ai un site e-commerce où je suis vendeur sur Amazon et je souhaite optimiser mes descriptions de produits. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser en fait, j'ai préconfiguré trois types de modèles. Donc un modèle Qwen 72B, un modèle Qwen 7B non fine-tuné et un modèle Qwen 7B que j'ai fine-tuné avec un dataset public Hugging Face qui vise en fait à réduire la taille de la description en prenant en entrée le nom du produit, la catégorie et une image, puisque Qwen est un modèle multimodal. Donc, si vous voulez savoir comment je peux effectuer une tâche de fine-tuning sur FlexAI, donc là, je vais le faire en ligne de commande, mais on a aussi une interface qui va sortir au mois d'avril qui permettra de faire la même chose sans avoir forcément à rentrer dans ce type d'outil qui est plus communément utilisé par les développeurs ou par les MLOps. Donc, grosso modo, j'ai un outil qui me permet de lancer un training, je lui donne un nom, je pointe sur le modèle, je pointe sur le dataset, et là je vais l'exécuter sur 8 accélérateurs 1 nœud, et je vais reverser en fait ma sortie sur mon Hugging Face. Donc là, je n'ai rien de particulier à faire. Simplement, en écrivant cette ligne de commande, je vais avoir ma tâche d'entraînement qui s'exécute sans configuration de cluster, sans installation de librairie. Donc, quelque chose d'assez simple. Et je vais avoir en fait ma tâche de fine-tuning qui s'est lancée.
voilà, qui va démarrer. Donc, et en arrière-plan, ça va me construire les containers, ça va déplacer les données, ça va créer comment dire, le runtime, etc. Donc tout ça va se faire de manière très simple. Et ça va prendre quelques minutes. Donc pendant ce temps-là, j'avais pré-généré tout ça et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai pris un article sur Amazon qui va me servir d'exemple et je vais pouvoir donc copier le nom du produit. Je vais pouvoir copier les catégories et puis je vais lui donner en entrée la photo de mon produit. Tac, tac. Je vais pouvoir clipper ici. Et puis, je vais exécuter l'exécution de ce modèle sur mes trois endpoints d'inférence, donc sur mes trois modèles, le gros, le petit et le petit fine-tuné. Et ça va me donner, donc là, je peux l'exécuter plusieurs fois parce qu'il peut y avoir effectivement des temps de chauffe, des modèles. Je vais avoir en fait les comparaisons et les métriques qui vont m'intéresser. Ça va être le nombre de tokens. Donc là, mon gros modèle, il est assez verbeux, il est assez descriptif. Il va générer 131 tokens. Mon temps d'exécution, donc là, ça va mettre 1 seconde 26 pour rendre l'inférence. Et mon coût pour 1000 requêtes. Donc là, je suis à 2,66 $ pour 1000 inférences. Si je regarde mon modèle plus petit, non fine-tuné, je vais avoir moins de tokens, alors légèrement moins, effectivement. Là, j'ai pas une grosse différence entre mon modèle 72B et mon modèle 7B, donc 120 tokens. Par contre, il est plus rapide, il s'exécute en 80 millisecondes, et je vais avoir un coût pour 1000 requêtes qui va être à 40 centimes. Donc 6 fois, entre 5 et 6 fois moins cher. Et si je regarde mon modèle numéro 3, qui est mon petit modèle fine-tuné, donc là, je vais avoir encore moins de tokens, puisque le dataset indique qu'on veut des descriptions produits qui soient concises. Je vais avoir un temps d'exécution qui est encore meilleur, c'est-à-dire 58 millisecondes, et je vais avoir un coût pour 1000 requêtes qui est de 30 centimes de dollars. Donc là, on voit bien la vertu d'utiliser des modèles plus petits pour des tâches spécifiques. Donc les grands modèles de langage. Donc évidemment, ce modèle-là peut parler chinois. Et dans mon cas d'usage, ça m'intéresse absolument pas. Donc, je vais plutôt préférer un modèle plus petit qui aura peut-être moins de compétences linguistiques, mais qui va être plus précis. Et enfin, l'avantage d'avoir fine-tuné mon modèle, ça va me permettre, d'homogénéiser l'intégralité de mes descriptions produits, et puis deux, de à nouveau réduire mes coûts, puisque je vais avoir des descriptions qui sont plus courtes. Alors, là, c'est ma volonté. Effectivement, on pourrait aussi avoir un fine-tuning qui demande au modèle d'avoir des descriptions plus longues. Mais au global, je vois bien que les petits modèles sont moins chers et plus rapides que mon gros modèle, et que le modèle fine-tuné va avoir une meilleure qualité de sortie, et dans ce cas-là, être aussi moins cher. Face à des solutions qui utilisent souvent le nombre de tokens comme structure de prix et de modèle économique, c'est vraiment pas mal puisque ça donne un benchmark très clair, sachant qu'on peut aussi rajouter d'autres modèles que Qwen, on peut en comparer 5, 10, c'est très Ah là, large. voilà, ici, je peux, dans cette petite interface là qu'on utilise, on peut rajouter autant de endpoints d'inférence qu'on souhaite. Donc, il suffit d'indiquer l'URL, le nom du modèle, et puis l'API token qui permet d'accéder au endpoint d'inférence. Et là, je peux choisir aussi mes accélérateurs. Donc, je peux aussi comparer en disant, bah, je veux du NVIDIA L4, et puis je vais en mettre par exemple 2. Donc là, je vais pas le faire, mais donc, je peux ajouter une configuration et ça me permet comme ça d'avoir un benchmark de prix. Et Donne pas tout, Sébastien, puisqu'il y a des surprises pour notre auditoire. Et exactement, merci d'être resté jusqu'au bout. On a dépassé un petit peu. Il est temps de conclure. effectivement. Donc, bien sûr, toutes les questions auxquelles n'ont pas été répondues, on les prend de côté. On vous enverra un retour sur cet aspect. Et en effet, vous n'êtes pas ressorti les mains vides, hein, promesse tenue. Vous avez un formulaire pour vous inscrire et FlexCI, donc Sébastien, vous offre gracieusement 20 heures
gratuite. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez le lien qui s'affiche directement dans votre écran. Utilisez-le, foncez, parce que c'est pas mince, enfin c'est pas facile à avoir du côté FlexiEye. C'est un petit tiers gratuit. Mais voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de faire ce webinaire. Je pense que Sébastien, tu partages le même avis. Oui, merci à tous pour votre écoute. J'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Et bah, n'hésitez pas à nous contacter, Ludovic et moi-même, si vous avez des questions additionnelles ou si vous voulez en savoir plus, C'est ça, on est à votre disposition. c'est ça, dans la démarche d'approfondir, d'avoir une démo plus large techniquement aussi, plus d'interactions, d'autres questions que vous avez, que vous aurez peut-être à froid. Nous sommes totalement à dispo pour programmer ce type de rendez-vous ensemble. Merci à tous. Merci À à tous, bientôt. passez une belle journée, bon appétit Bonne journée. et on se revoit très vite. Merci, bonne journée.